Salut les petits artisans alcooliques, c'est Tao des Cités d'Orge. On a vu déjà pas mal de trucs pour brasser de la bière, la faire monter, faire de la garde, la conditionner. Il serait gentiment temps de la servir et de la boire, non? Aujourd'hui, on va se focaliser sur tout ce qu'il nous faut pour faire de son keg rempli de bière une tireuse mobile. Allez, générique! C'est quoi une tireuse? Cette question n'est pas aussi anodine qu'on pourrait le croire, parce que le terme englobe une variété de choses différentes. Il existe des tireuses à bière manuelles, des tireuses électriques, des tireuses réfrigérantes, des tireuses à bière passives et même des low-tech, qui fonctionnent avec des pompes à vélo. Ah, véridique, véridique. Je propose qu'on appelle tireuse n'importe quoi qui fait sortir de la bière par un robinet via une force autre que la gravité. Donc non, les mini-party kegs ne sont pas des tireuses. C'est la vie, hein. Dans cette vidéo, on va se concentrer principalement sur la tireuse de brasseur amateur avec corny keg, parce que c'est ce que je connais le mieux. Mais dès que j'aurai un peu touché aux tireuses sèches et à bain de glace, et que je me sentirai assez confiant pour pas en parler sans trop dire de la merde, je ferai une vidéo, promis. C'est donc pas long, je pense. Dans tous les cas, une tireuse fonctionne à peu près toujours de la même manière. Il faut un conteneur capable de supporter un peu de pression avec de la bière dedans, un keg donc. Il faut un robinet pour ouvrir et fermer l'arrivée de la bière. Il faut un moyen de maintenir la pression et pousser la bière, idéalement du CO2, mais dans certains cas ça peut être de l'oxygène. Et il faut aussi généralement quelques mètres de tuyaux. Commençons par parler d'un sujet qui concerne toutes les tireuses. De celles que vous allez construire avec 2 bouts de bois et un bout de ficelle au modèle industriel à refroidissement à l'azote liquide. J'ai nommé la longueur de ligne. Ou si on vulgarise, c'est la putain de longueur de tuyau de merde qu'il me faut entre ma saloperie de fût et le robinet de ses morts. Avant qu'on se plonge dans les calculs, parce que oui, évidemment, ce sera pas juste un chiffre, voici une démonstration effective de ce qu'il se passe sur le même fût entre différentes longueurs de tuyaux. Pour ce faire, je viens de sortir un fût à moitié plein du frigo. Il est à 1 degré, donc normalement il devrait faire un minimum de mousse de base. Juste par curiosité, j'ai tenté d'y planter un robinet Nucatap mini dessus, à même le connecteur sans ligne du tout. Et franchement, le résultat est pas trop mal pour dire que le liquide sort à quasiment 1 bar de pression. Bon, la première ligne qu'on va tester mesure 1,80 m. Son diamètre intérieur est de 6,3 mm et le robinet est un pique-nique tap. Pour que ce soit équitable, les 2 lignes qu'on va tester sont les 2 à température ambiante et le tuyau est vide. Juste pour rappel, la longueur de ligne sert à freiner la bière pour qu'elle arrive doucement dans le verre au niveau du robinet. Donc comme on peut le voir, on a pas mal de mousse, surtout en prenant en compte que la bière est à 1 degré. Le liquide à la fin représente 1/3 du verre pour 2/3 de mousse. Maintenant on va tester la deuxième ligne. Elle fait le même diamètre intérieur, est vide et est à température ambiante également. Elle mesure quant à elle 2,40 m. On obtient un résultat sensiblement meilleur avec la moitié du verre en liquide et l'autre moitié en mousse. En réalité, c'est même un exploit, parce que le robinet de cette ligne est un pistolet à bière en inox. Ces appareils ont une énorme inertie thermique. Comprenez par là qu'il faut beaucoup de bière pour le refroidir assez et qu'il soit alors dans les meilleures conditions pour servir un verre sans mousse. Allez, maintenant qu'il est froid, je vous en refais un comme ça vous allez voir. C'est pas mal, hein? Vous avez compris, plus le tube est long, plus la pression est réduite en sortie. C'est dû au frottement du liquide contre les parois du tube. Donc première astuce, privilégiez les petits diamètres intérieurs. Ça vous évitera de finir avec des kilomètres de tube. Plus c'est petit, plus il y a de frottement. Hein. Et pas de... Hein, on dit pas de la merde dans les commentaires. Ensuite, c'est pas la seule donnée à prendre en compte. Vous êtes prêts? Voici les 3 critères déterminants pour calculer la longueur de ligne. 1. La pression du fût, qui est corrélée à la température et au volume de CO2. 2. La hauteur de robinet, donc la distance verticale que la bière va faire entre le fût et le robinet. 3. La résistance du tuyau, qui se mesure en bar par mètre. Cette donnée dépend de la matière et du diamètre intérieur du tuyau. PVC, inox... Bon allez, on va faire quelques cas pratiques aidés par l'outil de calcul de Littlebox. Lien dans la description évidemment. Partons du principe qu'on a du tuyau en PVC de 6 mm de diamètre intérieur et que le robinet est à 1 mètre de hauteur. Exemple, pour une porteur carbonatée à 2.0 volume de CO2, qui serait à 7 degrés, il en faudra 2,14 m de tuyau donc. Maintenant pour une gueuse carbonatée à 4, qui serait à 5 degrés, il en faudra 10 mètres. Dernier exemple, le plus commun, une pale ale carbonatée à 2,4 volume de CO2, qui serait à 4 degrés, il en faudrait 2,8 mètres. Si cette même bière est à 8 degrés, on passe à 4 mètres de tuyau. Donc vous avez compris, si vous vous pointez avec votre fût vaguement frais à 10 degrés, et que votre robinet à bière est branché dessus avec un tuyau de 1 mètre, et qu'en plus votre fût est sur la table à la même hauteur que le robinet, ça va être un désastre. Une apocalypse de mousse. Maintenant, on est bien d'accord qu'on ne pourra pas toujours avoir exactement la longueur de tuyau qu'il nous faut.
Et c'est là qu'on va pouvoir jouer avec deux paramètres. 1. La pression du CO2, ce qui n'est pas idéal parce que ça va finir par modifier la carbonatation de la bière. Et 2. Un contrôleur de débit, qui se trouvera soit sur le robinet directement, soit au niveau du connecteur du fût. Je déconseille d'utiliser les deux en série parce que ça va juste compliquer les choses quand il s'agira de savoir qu'est-ce qui ne fonctionne pas bien. Donc, n'en utilisez qu'un, soit sur le robinet, soit sur le connecteur du fût. Mon conseil si vous vous équipez maintenant, c'est de partir sur 2,20 m de tuyaux en PVC en 4 mm de diamètre intérieur. Ça devrait être suffisamment dans les clous pour à peu près n'importe quoi. Maintenant qu'on a compris le concept de longueur de ligne, et le fait que même si elle n'était pas parfaite, on peut la compenser avec des régulateurs de flux, intéressons-nous maintenant au matériel qu'il nous faudra pour tirer notre bière de nos corniquegs. La tireuse mobile minimaliste. Il y a 2 semaines, j'ai expliqué comment utiliser des corniquegs pour stocker notre bière. Regardons maintenant comment la servir. Cas classique, vous êtes invité à une baby shower en petit comité. Ce sera vous et 3 mamans. Vous décidez donc, naturellement, d'amener un fût de 20 litres d'IPA. Classique, pas mourir de soif, on veut pas mourir de soif. Avant de pouvoir servir notre bière, il va nous falloir un petit peu de matériel que voici. Un robinet à bière, un détendeur de gaz, une bonbonne ou une cartouche de CO2, un peu de tuyau, des connecteurs et une housse thermique. Et dans les autres trucs qu'on va devoir préparer ou contrôler avant pour éviter les mauvaises surprises, il y a la carbonatation du fût, que le fût soit le plus froid possible, et qu'il n'ait pas été secoué 30 minutes avant le service. Ma bière étant à 1 degré, je vais devoir pousser à 0,56 bar pour maintenir l'équilibre, 8,1 PSI. Vous êtes perdu? Allez vite jeter un œil sur la vidéo sur le CO2, ça devrait tout éclaircir. Allez, on fait un test grandeur nature. C'est cool ça, non? Elle va bien claquer cette baby shower, je pense. Bon, les avantages de la tireuse minimaliste, c'est qu'elle est bon marché. On parle là d'un keg à 40 € d'occasion et d'environ 50 € de pièce. À moins de 100 €, vous pouvez servir votre bière pression à des petits événements. C'est déjà cool. Par contre, et comme vous vous en doutez, le gros problème, c'est la gestion de la température. En effet, votre fût de 20 litres à 4 degrés va mettre environ 3 heures à se retrouver à température ambiante s'il est juste posé par terre sans protection. Et ça, c'est vraiment pourri. La solution la plus cheap, c'est donc une housse thermique, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, remplie de poches de glace ou même directement de glaçons. On va maintenant détailler un petit peu les différents connecteurs, détendeurs de CO2, bonbonnes disponibles sur le marché, etc. Comme mentionné tout à l'heure, il faut des tuyaux. Personnellement, j'utilise ceux de Kegland, pour changer. Les EVA à barrière. Il existe plusieurs diamètres, intérieur et extérieur, et d'expérience, j'ai l'impression qu'avec 2 tailles, on peut à peu près tout faire. Pour la bière, j'essaye d'utiliser le plus petit, donc 4 mm intérieur, 8 mm extérieur. Et pour le gaz, j'ai remarqué que les embouts sont souvent sensiblement plus larges. Dans ce cas, je suis en 6.3 intérieur et 9.5 extérieur. Si je peux vous donner un conseil, c'est de choisir un maximum 2 tailles de tubes et de tout faire avec. Sinon, ça va tout compliquer très rapidement. A noter aussi que hier, Kegland a sorti 2 nouveaux modèles de tuyaux, qui sont techniquement les mêmes, sauf qu'ils sont opaques et de couleurs différentes. Noir pour la bière et rouge pour le gaz. On pourrait se dire que c'est moins pratique vu qu'on n'y voit plus notre bière à travers, mais en réalité, c'est pour corriger un problème assez important quand on se sert de son keg comme une tireuse. La partie du tube qui est en contact avec la lumière sans protection ultraviolet ou même juste violet peut endommager la bière en une vitesse record. 5 minutes au soleil et la bière dans le tube devient rapidement sulfurée, donc avec une odeur de soufre. Ouais, l'œuf pourri. Là, vous vous dites, oui bon, on se doute bien que la ligne de bière à la lumière du soleil direct, ça peut pas être une bonne idée. Mais il y a pire. En intérieur, avec de la simple lumière ambiante, la bière semble changer de goût et d'odeur en seulement 10 minutes. J'ai pas personnellement fait le test, mais je vous laisse la vidéo de Kegland ici pour ceux que ça intéresse. Parlons connecteur maintenant. Si vous avez choisi la connectique Ball Lock, comme 90% des brasseurs amateurs en Europe, vous devriez avoir affaire à ces 2 types de connecteurs. Les connecteurs noirs pour la bière et les gris pour le gaz. Kegland propose aussi leur version plus colorée, généralement jaune pour la bière et rouge pour le gaz. L'intérêt réel de l'écosystème Kegland au niveau des tuyaux et connecteurs, c'est leur système breveté Duo-Tight. En gros, il suffit de simplement pousser le tuyau dans le connecteur, et c'est fait. Le plus beau dans l'histoire, c'est qu'on peut les ressortir facilement en appuyant sur cette petite partie en plastique et en tirant. Ça fait gagner beaucoup de temps par rapport au petit collier de serrage avec vis. Faites juste attention quand vous achetez vos connecteurs. Duo-Tight, c'est juste la technologie. Il existe plusieurs tailles qui correspondent au diamètre extérieur des tuyaux que vous avez achetés. Donc généralement 8 mm ou 9.5. Oh oui, j'ai merdé un nombre incalculable de commandes. Dernier truc, le système Duo-Tight a un équivalent appelé John Guest. Donc si votre vendeur d'accessoires pour brasseurs n'a pas l'un, c'est presque certain qu'il aura l'autre. Il y a des forums entiers où ils s'insultent pour savoir lequel est le meilleur. Si vous avez du temps à perdre, choisissez votre camp et foncez sur le champ de bataille. Pour ce qui est des robinets, je préconise de voyager léger.
Du plastique fera l'affaire. Si vous êtes limité niveau budget, les Picnic Tap vont très bien. Sinon, Keglen propose aussi des Nuka Tap mini qui sont amplement suffisants. Et j'ai personnellement un beer gun en inox parce que je trouvais ça cool, mais avec du recul, je sais pas si je peux vraiment le conseiller. En fait non, je devrais même ne pas le conseiller. La version plastique est mieux, je pense. Maintenant, si on regarde du côté des détendeurs de gaz. Pour les déplacements, la précision n'est pas aussi importante que si on équipait une tireuse fixe. Ce qui compte, c'est le poids. De nouveau, il existe une version de plutôt bonne facture chez Keglen, le Mini 360 Core, et plusieurs versions plus ou moins cheap sur AliExpress. Franchement, elles font tout le taf. Ça, c'est même la version méga cheap, où on envoie du CO2 au hasard. Et quand il n'y a plus rien qui sort, bah on en rajoute. Petite astuce pour éviter de devoir nettoyer ces détendeurs a priori pas fait pour être nettoyés, vu que c'est quasi indémontable, s'assurer que la bonbonne de CO2 envoie plus de pression que ce qu'il y a dans le fût. Sinon, au moment où vous connecterez votre détendeur, votre bière risque de passer dedans. Sachez cependant qu'il existe des clapets anti-retour qui permettent d'empêcher ça. Je vous conseille de vous en servir. Maintenant, parlons bonbonne de CO2. Je vous conseille des SodaStream bleus. Comme on l'a vu dans la vidéo sur le CO2, avec une bonbonne de 410 grammes, vous devriez pouvoir tirer environ 125 litres de bière. Ça en fait des baby showers. Si vous voulez du plus léger, il existe les petites cartouches de pneus de vélo. Donc, en sachant que pour tirer un fût de 20 litres, il faudra un peu plus de 60 grammes de CO2, et que chaque cartouche fait entre 16 et 32 grammes, il faudra quand même en prévoir quelques-unes. Oui, je sais, c'est pas du CO2 alimentaire. Mais bon, on parle juste de s'en servir pour pousser notre bière hors du fût. D'ailleurs, en parlant de ça, en cas de dernier recours, vous pouvez même utiliser une pompe à vélo. Ah, vous êtes outré? Mais ça se fait même très sérieusement. La tireuse à bière low-tech La Bulleuse s'en sert justement. Ça, c'est les images de presse, ça. Juste pour qu'on soit tous d'accord, oui, ça oxydera la bière à moyen terme, c'est certain. Mais si on doit boire un fût sur une après-midi et qu'on sait qu'il en restera pas une goutte tellement nos amis c'est des saoulons, alors pousser de la bière avec de l'oxygène, c'est pas la fin du monde. Ça fait mal à nos petits cœurs de brasseurs, mais c'est pas si grave. Accessoirement, il existe aussi des fûts à poche. Cake par exemple, qui sépare le liquide du gaz qui viendrait appuyer dessus. Résultat, même si l'on pousse la bière avec des immenses pets de vache, aucun risque d'oxydation. Ou de goût bizarre là en l'occurrence. Dernier add-on indispensable pour la shower si vous servez votre bière avec un pistolet à bière ou une Picnic Tap, la gaine thermique. Super important ça, je vous explique vite pourquoi. Si le tuyau est à l'extérieur de votre fût, la bière qui se trouve dans le tuyau va rapidement se réchauffer. Et du même coup, libérer son CO2. Concrètement, ce qui va se passer, c'est que chaque premier verre sera principalement de la mousse, jusqu'à ce que tout le tube et le robinet soient à nouveau froids. Avec la gaine thermique, en plus de bloquer la lumière ambiante, on va aussi garder la bière dans le tuyau fraîche plus longtemps. Et du coup, moins de bière gâchée. Allez, juste pour le plaisir, voici un graphique avec les références du matériel que j'ai mentionné dans la vidéo. Je vais vous en présenter ici deux variantes. Celle pour les gens qui sucent des cailloux dès le 15 du mois, et celle pour ceux qui ont acheté des bitcoins quand ils valaient 10 centimes. En partant du principe que vous avez déjà un keg avec des postes ball lock. Voici ce qu'il vous faudrait au minimum pour sortir votre bière. Une Picnic Tap, un petit collier de serrage pour qu'il tienne bien sur la ligne, un tube de 2 mètres de long avec un diamètre extérieur de 8 mm et intérieur de 5 mm, et un connecteur sur le fût avec gestion de débit. Niveau gaz, on va faire au plus simple, avec quelques cartouches, un midi détendeur qui vous servira juste à pousser votre bière et un connecteur ball lock qui se fixera au détendeur via du MFL. Voilà, c'est une norme de pas de vis avec joint intégré. Du côté des riches, on aura la totale. Pistolet en nylon avec connectique duo tight 8 mm, un petit raccord pour aller direct dans le tuyau qui sera EVA barrière, il est protégé contre la lumière ce qui n'a finalement pas d'importance puisqu'il a une gaine thermique, et pour connecter ça au fût, on utilise le même connecteur à gestion de débit que les pauvres. Au niveau gaz, on part sur du SodaStream avec un détendeur double sortie Mini 360 Core. On connecte ça via le MFL aussi, à la différence que le connecteur ball lock a un système de valve qui empêchera n'importe quoi d'aller dans le mauvais sens. On a aussi la petite housse thermique pour maintenir tout ça au frais. Ah ben oui, pourquoi se priver? Si on compare les deux configurations niveau prix, on est à 49 € pour la version des gueux contre 152 € pour la version de la haute société. Ah bah à vous de savoir à quel point vous aimez votre bière, parce que c'est bien connu, quand on aime on ne compte pas. Bon, j'espère qu'avec ces infos, ceux qui n'ont pas encore sauté le pas vont pouvoir vraiment se mettre au fût l'esprit tranquille. J'en ai pas parlé là, mais il est tout à fait possible d'utiliser des corniquegs avec des tireuses sèches ou à bain de glace, donc les tireuses industrielles. Dès que j'aurai une tireuse de ce type sous la main, je ferai une démo promis. Peut-être faudrait que je m'en achète une d'ailleurs. Si certains d'entre vous ont des astuces ou connaissent du matériel génial que j'ai pas mentionné, n'hésitez pas à l'écrire dans les commentaires. Je pense faire une vidéo sur les keysers et les keggerators la semaine prochaine. J'attends juste que quelques pièces arrivent et je me lance. En attendant, je vous remercie encore toutes et tous pour le soutien et les commentaires. Ça motive beaucoup. Je vous invite aussi à me rejoindre sur mes réseaux sociaux. Pour le moment, ça poste pas beaucoup, mais je vais gentiment m'y mettre. Les liens sont dans la description. Bon, bah plus qu'à boire les bières que je me suis tiré. A plus les gars. Je peux vous garantir que votre baby shower, les 3 mamans, elles vont pas regretter de vous avoir invité. Ou peut-être que si.